On va débriefer les actualités de la matinée avec Jean-François Robin, le directeur de la recherche de la Dixis CIB. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent. On a cette banque centrale américaine qui nous préoccupe depuis hier, avec Jérôme Powell qui a pris la parole. C'est suffisamment rare pour être souligné. Et ces banquiers centraux sortis de leurs réserves ce matin, Ben Bernanke, Janet Yellen, Alan Greenspan, pour soutenir l'indépendance de la Fed. Est-ce que Jérôme Powell est devenu le premier opposant de Donald Trump ? Non, mais il y a quand même quelque chose d'absolument énorme qui est en train de se passer aux États-Unis, parce qu'on disait que c'était une icône qu'on ne pouvait pas toucher. Pourquoi on dit ça? C'est pas une caste des banquiers centraux qui se défend entre eux. Hein. Villeroy est monté au créneau, Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France aussi, il défend Powell en disant c'est un modèle d'intégrité, et je crois qu'il a raison. Ce qui est vraiment fondamental dans cette histoire-là, c'est une tentative de mainmise du gouvernement américain sur la Banque centrale. On sait maintenant depuis des décennies que ça marche mieux quand une banque centrale est indépendante du pouvoir, parce que sinon, si vous avez une banque centrale qui est aux ordres du pouvoir et prend ses lettres de mission, qui à Bercy, qui à Washington, à la Maison-Blanche, eh bien vous finissez avec plus d'inflation. Et donc moins de pouvoir d'achat. C'est beaucoup moins efficace d'avoir une banque centrale qui soit aux ordres du gouvernement, parce que le gouvernement a dit, écoute, moi je veux être réélu, je veux faire les programmes. Des taux bas, quoi. Donc je veux des taux bas, et c'est exactement ce que réclame Trump. Trump, il dit, les taux devraient être à 1,5. Bon, l'inflation, elle est à 3, ça n'a aucun sens. Si vous mettez les taux à 1,5 avec une économie qui tourne bien, 4,3% au dernier chiffre qu'on a pu avoir, évidemment, vous allez avoir de la surchauffe, plus d'inflation, et vous allez devoir, à un moment ou à un autre, surréagir à ça. Ce sera très mauvais pour l'économie américaine. C'est précisément ce qu'on avait vu dans les années 80. Et si je puis me permettre, c'est à l'issue de cet épisode-là, finalement, qu'on avait dit il faut absolument que les banques centrales soient indépendantes pour éviter ces espèces d'à-coups monstrueux où on a des taux américains qui ont dû monter à 20%, etc., pour calmer l'inflation. Et donc, dans les années 90, il y a toute une théorie qui s'est mise en place, on a étudié les choses de façon très sérieuse, et dans les années 90, on a conclu que c'était beaucoup plus efficace d'avoir des banques centrales indépendantes du pouvoir. Et donc, 96, 97, vous avez la Banque de France, la Banque d'Italie, 97, la Banque d'Angleterre, toutes les grandes banques centrales se mettent indépendantes. Ça n'empêche pas les pressions quand même. Ça n'empêche pas les pressions, bien sûr. Comme Emmanuel Macron dit, il faudrait revoir le mandat de la Banque Centrale Européenne et lui aussi dire qu'il faudrait des taux plus bas, parce qu'il dit même que la Banque Centrale va parfois contre l'économie européenne. Donc oui, non, mais tout le monde fait ça, quoi. Ça a toujours été des espèces de dialogue entre les deux. Simplement, c'est qu'à la fin, c'était la Banque Centrale qui décidait. C'est un petit peu comme... voilà, nous, on connaît notre négociation sur les taux du livret A. Là, c'est différent. C'est que à la fin, c'est la Banque Centrale. C'est pas le Bercy qui décide. Et ce qu'on a vraiment vu... c'est qu'à partir de la fin des années 90, l'inflation, on a changé complètement de régime dans le monde, parce que toutes les banques centrales, ça a commencé par la Nouvelle-Zélande, toutes les banques centrales de l'OCDE, les grandes banques centrales, sont devenues indépendantes. Et finalement, on finit avec une inflation autour de 2, ce qui est la bonne, sans doute, mesure d'avoir. Il faut de l'inflation, il faut un peu d'inflation. Ce qui n'est pas bon, c'est d'en avoir 0. Mais il ne faut surtout pas en avoir 5, parce qu'à ce moment-là, vous avez des comportements beaucoup moins efficaces et efficients en termes de décisions d'investissement, d'épargne. On essaie de protéger son pouvoir d'achat. On se demande ce qu'on va faire en termes de programmes d'investissement. En général, ce qu'on voit bien, c'est que les régimes d'inflation, c'est bien autour de 2-3, quoi. Mais il ne faut pas que ça aille au-delà. Là, on est déjà à 3, il ne faut pas baisser les taux aux US. En fait, logiquement, la Réserve fédérale américaine, on pourrait même penser qu'elle pourrait monter les taux. On ne sait pas ce qu'elle va faire, c'est pas ce qu'elle devrait peut-être même faire, mais en tout cas, sûrement pas les mettre à 1,5 quand vous avez 3% d'inflation et vous avez un taux de chômage qui est à 4,5 aux US. Il n'y a pas de quoi écrire à maman, quoi. Tout va bien, quoi. Comment vous avez lu l'opération sur Maduro? Vous êtes dit, c'est le pétrole qui guide le monde, c'est uniquement un plan sur les matières premières. Vous avez regardé comment économiquement ça? Moi, il y avait plein de théories pour essayer d'expliquer ce que faisait Trump. Est-ce que c'est une plutocratie, une kleptocratie? Est-ce que Trump roule pour Vladimir Poutine quand il dit que l'Ukraine a attaqué la Russie? Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, que finalement, Trump, il roulait pour Netflix, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il a commencé à faire. Mais surtout, la bonne grille de lecture de tout ça, c'est que finalement, ce qu'il veut, c'est une domination énergétique. Et pour lui, l'énergie, c'est pas l'éolien, c'est pas le solaire, c'est le pétrole et le charbon. Quand il bombarde le Nigeria, quand il bombarde l'Iran, il l'a déjà fait, il pourrait le refaire. Quand il va chercher 17-20% des réserves de pétrole du monde, encore une fois, Venezuela avant l'Arabie Saoudite, même s'il faudra peut-être regarder un petit peu tout ça, mais c'est des grosses réserves de pétrole du monde. C'est pareil, vous avez l'Iran qui est autour de 14% des réserves du monde, c'est 3 millions de barils le jour. Le Nigeria, énorme réserve de pétrole également. Donc on sent bien que là où il va, et le Groenland, finalement le Groenland, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a 34 des 50 terres rares qui sont éventuellement là-bas, même si
s'il y en a autant aux États-Unis. Les États-Unis. Donc c'est sa lecture du monde. C'est sa lecture. Passe par les matières premières. Ouais, et quand puis, on maîtrise le pétrole, on maîtrise le monde. Oui, parce que lui, il pense absolument d'abord qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et à la fin, c'est le pétrole qui décidera de tout. On voit bien qu'il enlève les subventions aux voitures électriques, qu'il demande à ce qu'on démantèle les éoliennes. Lui, il est dans un monde, entre guillemets, où ça doit rester carboné, ça doit rester pétrole et gaz, et c'est moi le leader de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier producteur de pétrole du monde, de très loin, c'est les États-Unis. Ils produisent 10 fois plus de pétrole que le Venezuela, quoi. Donc, on est largement devant l'Arabie Saoudite aux États-Unis en termes de production de pétrole. Donc, ils se disent, c'est moi le pétrole, c'est moi le gaz, le LNG. Hein, c'est 44% de nos importations européennes, désormais, ça vient des États-Unis. Je domine là-dedans. La tech, tout ce qui est green, c'est les Chinois qui le veulent et qui le dominent. Donc, je pense que c'est aussi une réaction à ça. Donc, je sais pas la peine où j'ai perdu la guerre avec les panneaux solaires et les voitures électriques. Il faut absolument que je maintienne ce vieux monde du monde thermique. Et je crois que stratégiquement, à court terme, ça se défend peut-être, moi je crois pas, mais à long terme, c'est forcément, à mon avis, très négatif si les États-Unis prennent du retard sur l'électrification, ne serait-ce que pour les data centers, hein, quand vous avez le CEO de Nvidia qui vous dit la Chine va gagner parce qu'ils auront de l'électricité renouvelable moins chère, je crois qu'il y a quand même un petit signal fort pour Trump, c'est que même pour les data centers, où il a une grosse domination US, ça se trouve, le futur n'est pas là, quoi. Mais il va quand même réussir à faire baisser le coût à la pompe aux États-Unis. Ça reste son but, puisque le but, ça reste toujours le pouvoir d'achat et faire baisser le coût mais ça, c'est une très bonne remarque, Laure. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est justement peut-être pour ça que ça l'excite. On sait bien que 2026, il y a plein de rendez-vous. Hein. On a parlé de la Fed, de l'indépendance de la Fed. Mais évidemment, le gros rendez-vous pour Trump, c'est d'essayer de se faire réélire et de ne pas perdre la Chambre des représentants en début novembre prochain. Or, là, il est plutôt en train de la perdre. Et donc, il y a une énorme, on a parlé de ça, l'affordability crisis, c'est la crise du pouvoir d'achat aux US. Et pourquoi il y a cette crise du pouvoir d'achat ? J'en parlais avec les prix. Les prix de l'électricité aux États-Unis, c'est plus 10%. Les prix du pétrole ne baissent pas, hein, c'est $3 le gallon. Donc ça ne baisse pas à la pompe. Les prix du gaz, plus 7% aux US. En fait, les prix de l'énergie montent aux US. Il y a les mi-termes comme rendez-vous, puis il y a la Cour suprême aussi, parce que ça lui fait un peu peur sur la question des droits de douane. On va en parler toute la journée sur BFM Business.